Ok, bienvenue au répétitoire sur l'ADN. Alors, je crois qu'il n'y a pas eu... Alors, on va peut-être changer de version au cours du répétitoire, mais quand j'ai regardé les questions sur le forum, il y a un peu des questions sur tout. Il n'y a pas un endroit où il y a un problème particulier où il faudrait que je revienne maintenant. Enfin, peut-être que vous le voyez les choses différemment, puis on pourra en discuter. Donc, au lieu de les répéter des slides, comme je pensais le faire à la base, pour répéter les slides où il y a vraiment eu un problème de compréhension, où j'ai dit quelque chose qui n'était pas clair, je propose qu'on fasse quelque chose un peu différent cette année. Enfin, vous n'étiez pas là les autres années, c'est différent que pour moi finalement. C'est-à-dire que j'ai préparé la dernière semaine 3 questions QCM par problème, enfin par unité, donc en tout 9 questions QCM, des A et des K', pour donner un peu un feeling de ce qui est attendu de ma part sur le cours. Alors, je les ai faites la dernière semaine, donc j'espère que voilà, elles sont pas parfaites, elles sont pas millimétrées, il n'y a peut-être pas exactement les mêmes mots sur les slides, mais ça vous donnera déjà une impression à peu près de ce qui est attendu en niveau de précision, parce que je ne vais pas rentrer, je vois qu'il y a beaucoup de questions sur est-ce qu'il faut savoir ci, est-ce qu'il faut savoir ça. Moi, je ne peux pas rentrer dans chaque détail et vous dire oui, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Il faut savoir plus ou moins où mettre vous-même, votre travail d'étudiant, savoir plus ou moins où mettre la limite sur à quel niveau de précision il faut que je connaisse le cours. Il y a certaines choses, je l'ai dit, c'est pas besoin de connaître dans les détails, il faut comprendre le concept. Principalement, c'est des idées de concept. J'essaie de faire tous les QCM sur des concepts. Donc ça, c'est la première chose. Et vous allez voir que en fait, le problème principal, c'est à la sortie du cours, vous êtes quand même assez frais. Vous avez plus ou moins, vous savez plus ou moins, vous allez pouvoir répondre, j'imagine, plus ou moins au QCM aujourd'hui sans trop de problèmes. Le problème, c'est qu'entre maintenant et l'examen, il y a un petit peu de temps qui se passe et la fraîcheur des informations dans votre tête, elle risque de diminuer un petit peu. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas trop focaliser sur des points de détail, pour pas trop vous embourber, de vraiment comprendre les concepts. Et on va voir maintenant avec ce QCM si on est plus ou moins là où c'est attendu. Ok. Alors, je propose donc, on commence avec les QCM. Peut-être qu'on verra si, en fait, à la fin de chaque QCM, on fait un petit round de questions, ou bien si on fait les 3 QCM et ensuite on passe 20 minutes à discuter du cours, des choses qui n'ont pas été claires. Peut-être qu'on peut faire comme ça, on va voir. En gros, l'idée, c'est de mettre une demi-heure pour chacun des cours, donc une sur la structure, une demi-heure sur la réplication et une demi-heure sur variation ingénierie qu'on a fait à la fin. Après, il y a peut-être quelque chose qui ira plus vite et quelque chose qui ira moins vite. Donc ça, c'est l'idée générale. Donc, on passe maintenant sur les QCM. Je propose, on peut commencer comme ça. Donc, c'est juste un QR code. Vous avez beaucoup plus l'habitude de Pingo que moi, parce que j'ai vu qu'il y a des collègues qui utilisaient ça. Pour moi, c'est la première fois. Alors, vous m'excuserez s'il y a des choses qui ne vont pas fonctionner. Je vais juste vous laisser loader ça sur vos téléphones, parce qu'une fois que j'enlève... Une fois que je l'enlève, je ne pourrai plus montrer la page. Vous devriez être sur une page où c'est écrit en gros, il n'y a pas encore de survey, où il n'y a pas encore de questions. Ok. Alors, j'enlève. Et maintenant, on va commencer avec les QCM. Donc, je propose qu'on commence par une bonne vieille question A, c'est-à-dire une seule réponse correcte et 2 minutes de temps pour, on va dire quoi, 2 minutes, ça paraît pas mal. Alors, oui, vous n'avez pas eu le temps? Alors, c'est reparti. Check. C'est bon? C'est bon pour tout le monde? Ok. Alors, une petite question A sur donc, le premier cours. C'est parti. Donc, ça sera cette question-là. En principe, elle devrait apparaître. C'est bon? Ça fonctionne? Cool. On n'a jamais été aussi silencieux.
vais laisser aller jusqu'à 2 minutes. Après, on pourra faire plus court si c'est... Ok. Alors voilà les réponses. Donc, c'était très juste pour la plupart des gens. Alors, je vais juste highlight correct answer. Donc, c'était celle-là, la réponse correcte. Je vois qu'il y a une deuxième qui est sortie un petit peu fréquemment durant l'interphase. Alors, donc ça, c'était la réponse correcte. On va passer à travers les différentes questions. Donc, on a 72% de réponses justes, ce qui est très bien. Donc, durant l'interphase, les chromosomes sont condensés. Là, 23% des... Alors, en fait, c'est bien l'inverse. Les chromosomes ne sont pas condensés pendant l'interphase. Ils sont surtout condensés durant la mitose, au moment de la séparation entre le deux-cellules filles, quand ils s'alignent. Et justement, c'était un point important. J'ai souvent parlé que durant l'interphase, on a cette forme de pelote de laine et qu'en fait, les chromosomes sont vraiment condensés en forme de X et de Y, etc., pendant le moment de la mitose. Ça, c'était comprendre comme ça. Les théomères se trouvent au centre des chromosomes, bien joué. Le génome humain est réparti dans 22 autosomes et 2 chromosomes sexuels. C'est tout à fait correct. J'aurais pas écrit la question comme ça pour un examen parce qu'en fait, il y a encore le génome mitochondrial qu'on peut aussi prendre en compte. Mais bon, on n'en a pas tellement parlé dans le cours, donc pour le répétitoire, c'est OK. Et c'était juste de l'écrire comme ça. Et une cellule somatique humaine contient 24 chromosomes. Alors, ça, justement, là, je vois qu'il y a 11% d'équivalence. Ça, c'est important de comprendre. Donc, dans une cellule somatique humaine, elle est diploïde. D'accord ? Donc, il y a 46 chromosomes. Pour ceux qui ont répondu faux à cette question. Et c'est, en fait, il y a effectivement 24 types de chromosomes, 22 autosomes et 2 chromosomes sexuels. Et dans une... Donc, ça, c'est les types de chromosomes sur lesquels sont répartis l'entier du génome. Mais dans une cellule, vous n'avez jamais 24 chromosomes. Soit vous avez une cellule haploïde où il y a 22 autosomes et un chromosome sexuel, donc 23. Soit vous avez une cellule diploïde où il y en a 46. Okay. Et les gènes codants pour les protéines occupent 50% du génome. Alors attention, ça c'est... on en a parlé pendant le séquençage du génome humain. Justement, quand on a décodé le génome humain, on a remarqué qu'en fait, il y a très peu de la proportion du génome qui code pour des gènes. En fait, c'est 1,2 à 1,5%. Donc, c'est beaucoup moins que ça. Donc, je ne sais pas. Est-ce que maintenant, à ce moment-là, il y a déjà des questions qui aimeraient être posées? On a les micros, on peut les jeter dans la salle, ils sont super bien. Et n'hésitez pas, franchement, il n'y a pas de questions bêtes. C'est un sujet compliqué et des fois, des choses simples peuvent simplement être... peuvent confondre un petit peu les réponses. Pas de questions? Ah, une question tout là-bas. Alors. C'est bien, comme ça, il y en aura un à chaque côté de la salle. Juste par rapport au gène codant, la réponse, une cellule somatique humaine contient 24 chromosomes, mais une cellule somatique, c'est hormis les cellules sexuelles. Et du coup, comme c'est dans une cellule, comme notre corps, il fait des cellules diploïdes, justement, on ne devrait pas avoir les chromosomes sexuels dans les cellules somatiques. Enfin, je ne comprends pas trop... Alors, dans toutes les cellules, il y a les chromosomes sexuels. Ça, il faut bien comprendre. Le chromosome X, il est présent dans toutes les cellules de votre corps. Ok. La différence avec les cellules sexuelles, enfin, ce
qu'on appelle les cellules germinales, en fait, Oui, oui, oui. elles sont à un moment donné, donc celles qui sont les cellules souches germinales, elles ont 46 chromosomes, donc elles ont les 2 chromosomes sexuels et les 22 autosomes, enfin, 44 autosomes parce qu'il y a 2 copies de chacun, et durant la méiose, elles vont perdre la moitié, elles vont perdre une copie du génome. Donc, mais le chromosome X et Y, il est présent dans toutes les cellules. D'ailleurs, si typiquement vous avez des mutations sur le chromosome X, vous avez beaucoup de syndromes humains qui ont des mutations sur le chromosome X. Ils n'affectent pas que les gonades, mais affectent tout le corps. Beaucoup de syndromes, de retard intellectuel, etc., qui sont dus à des Donc dans les mutations. cellules somatiques, elles sont présentes, c'est juste elles ne sont pas exprimées. Non, alors, tous les chromosomes, donc dans les chromosomes sexuels, la seule chose qui se passe qui est un peu spéciale dans les cellules somatiques, c'est chez les femmes XX, il y a un des 2 chromosomes qui n'est pas actif. Ah, ok. Parce qu'avec les hommes qui sont XY, vous avez en fait une partie, vous n'auriez pas le même dosage de gènes si vous aviez un chromosome X actif chez l'homme et 2 chez la femme. Donc là, il y a un des 2 chromosomes X chez la femme qui est actif. Mais le chromosome sexuel, en fait, il est lié effectivement au sexe, mais il n'est pas, c'est pas son seul rôle. Il a plein de gènes qui ne sont pas du tout liés à ça et qui ont d'autres raisons d'être. D'accord ? Le seul gène qui est vraiment hyper lié au sexe, c'est le gène SRY qui est sur le chromosome Y et qui détermine finalement le sexe mâle. Ok, merci. Ouais. J'avais juste une question par rapport à la réponse correcte. Le génome humain, est-ce qu'on n'a pas besoin de paires de chromosomes pour dire que c'est un génome humain? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas la réponse que c'est 44 autosomes? Je comprends la question, mais je comprends la réponse d'une façon, oui, qu'il y a les mêmes gènes, mais d'une autre façon, je sais que par exemple pendant le développement, il y a certains gènes actifs sur le chromosome qui vient de la mère et certains sur le chromosome qui vient du père. Donc, c'est pas 100% la même information du cas. Quand on parle de génome, on parle de la séquence, on ne parle pas de l'épigénome. En l'occurrence, on parle vraiment juste de la séquence. Et la séquence de référence d'un génome humain, elle est haploïde. On n'a jamais... D'ailleurs, même si on veut rentrer la variabilité qu'il y aurait dedans, il n'y aurait pas une séquence, il y aurait, on va dire, des millions de génomes humains différents, enfin des milliards en fait. Donc, le fait de l'activité des gènes, on ne peut pas le rentrer comme un facteur qui détermine ce qu'est un génome humain. Le génome humain, c'est une séquence de référence et qui est une séquence haploïde qui peut varier sur certains endroits, mais qui est une séquence haploïde. Ok, merci. Avec plaisir. Ok, deuxième question. Let's go. Alors, je vais laisser 2 minutes. Alors, la deuxième question, c'est celui-là. Alors, c'est parti. Excusez-moi pour les fautes d'orthographe.
Alors, voilà. Et la bonne réponse, je vais directement la mettre, c'est effectivement celle que vous avez répondu juste, celle-là. OK. Donc, bien joué. On a un petit peu moins bonne réponse. Donc, on est à 65%. Juste une chose. Donc, ici, j'ai vu que la question est un peu plus compliquée parce que vous avez mis 1 minute 30 à commencer à parler, alors que sur la première, vous avez mis 1 minute. C'est normal, elle est pas hyper facile parce qu'en fait, c'est un peu une question assez pointue sur plein de choses. Bon, alors on va juste regarder les autres réponses. Donc, bon, tout d'abord, pourquoi est-ce que c'est la réponse juste? Effectivement, quand on a deux séquences différentes, la seule façon de pouvoir les assembler et de savoir qu'elles sont continues et qu'elles sont la partie du même fragment, c'est simplement si vous avez des petits bouts de ces séquences aux extrémités de l'une et de l'autre qui sont les mêmes, simplement la même séquence d'ADN. C'est ça qu'on appelle chevauchement. Est-ce que c'est clair pour vous ce que c'est le chevauchement ou vous voulez que je rentre dans le détail? Pardon? Un petit coup de détail là-dessus. Bon, alors j'ai pensé à comment. Je vais vous faire un petit. Alors, je vais vous simplement faire une nouvelle slide. Je vais vous montrer très simplement ce que c'est un chevauchement d'ADN. Donc, tac. OK. Donc, si vous avez une séquence d'ADN, typiquement, on va dire ATG, CTT, G1, TTG, GTT1. OK. En fait, un chevauchement, ça c'est votre première séquence. Admettons que vous avez une deuxième séquence. Okay. Cette deuxième séquence, vous voyez là, elle commence, la première finit par GGTTA, okay, et la deuxième commence par GGTTA. Alors c'est peu normalement comme quantité, mais donc du coup ces deux séquences finalement se chevauchent. Okay. Le reste de la séquence peut être ici complètement différente, donc je peux changer et puis je peux mettre, alors je sais pas. Ok, donc c'est ça qui est important de comprendre, c'est que vous avez deux séquences différentes, mais sur un endroit, elles se chevauchent tout simplement, elles sont complémentaires, identiques. Et donc vous savez que vous avez juste séquencé deux bouts de la même séquence, deux fragments de la même séquence, mais sur un petit bout, elles sont les mêmes. Donc votre séquence finale, c'est l'assemblage de ces deux séquences. Et si vous faites ça fois 1000, vous arrivez à des bouts de chromosomes. Okay, donc ça, c'est précisément ce qu'est une séquence chevauchante. Ok. Les régions codantes des gènes, alors ça n'a pas vraiment de lien, parce qu'en fait, quand vous voulez assembler un génome, vous ne voulez pas regarder des régions préférentiellement. Vous ne voulez pas regarder les régions qui ont des gènes, des régions qui n'en ont pas. Tout ce que vous voulez, c'est assembler le génome. Donc là, la région codante, c'est un petit peu quelque chose qui est à part. C'est une analyse que vous allez faire après que vous avez séquencé le génome pour savoir combien il y a de régions codantes et combien il n'y en a pas. L'appartenance à un même chromosome, là, c'est important pour la reconstruction finale, mais c'est pas important pour lier des fragments de séquences ensemble. Avec ça, c'est pas une information qui va vous aider. La proportion de GC non plus, elle va juste vous donner des régions du génome qui sont peut-être similaires en termes de proportion de GC, mais ça va pas vous aider à assembler des séquences ensemble. Et la réintroduction de fragments dans des cellules bactériennes, alors attention, ne pas confondre, ça, c'est une étape qui était importante dans la toute première partie du séquençage du génome humain, quand on fragmente le génome en des gros fragments et que ces gros fragments, on les met dans des bactéries. Pas au niveau beaucoup plus tard, quand on séquence des fragments et qu'on veut les assembler d'un point de vue informatique. OK? Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là? Ou est-ce qu'on passe à la K'? Tac, K'? Vous pouvez toujours poser des questions tout à l'heure. Je propose qu'on fasse la K' et ensuite on attaque. Alors, la K', je crois qu'elle est ici tout au fond. Structure de l'ADN. Bam. Alors, K', juste pour vous rappeler, il y en a entre 0 et 4 qui sont justes sur les 4 réponses. C'est à vous de savoir lesquelles.
Ok. Alors, pas mal. Alors, voilà. Ok. Highlight answer. Ok. Donc là, il y a une petite confusion. Alors là, il y a une petite confusion. Alors, je pense que sur les purines, ça a l'air correct. Hein, on a 95. Waouh. Bravo, 96% de juste. Donc, pas besoin d'expliquer. Pas tellement besoin d'expliquer non plus les règles de Chargaff, qui en gros. Normalement, ça ne se fait pas trop parce que ici, la question, les purines, ça parie toujours entre elles. Si vous avez répondu juste à ça, vous allez souvent répondre juste à ça. Par contre, ici, je vois qu'il y a un petit... La double hélice d'ADN possède un grand et un petit sillon. Alors, jusque-là, c'est correct. Ce qu'il faut, c'est permettant l'interaction entre les bases. Elle ne permet pas l'interaction entre les bases. Ce qui permet l'interaction entre les bases, c'est les ponts hydrogènes entre les bases. Ça permet l'interaction avec des protéines, régulateurs de la transcription, par exemple, des protéines qui viennent du monde extérieur, qui n'ont rien à voir avec l'ADN, qui vont venir lire l'ADN de l'extérieur. OK ? Oui. Justement, pour cette question, j'ai eu un doute parce que oui, c'est les ponts H, mais s'il n'y avait pas un petit sillon et un grand sillon, peut-être que les ponts H ne pourraient pas se maintenir. Vous pouvez, s'il y avait quoi ? Si, par exemple, il y avait 2 grands sillons ou 2 petits sillons, et qu'ils avaient la même taille, les sillons, peut-être que les ponts H ne pourraient pas se maintenir. Oui, mais alors, il n'y a jamais quelque chose qui se passe comme ça dans la double hélice. Donc, il n'y a jamais 2 grands sillons ou 2 petits sillons. Il y a toujours Oui. un grand et un petit. Oui, mais c'est peut-être pour permettre aux ponts H de maintenir leur interaction. D'accord, ok, je vois ce que vous voulez dire. En fait, c'est plutôt, dans cette perspective, c'est plutôt l'inverse. Les sillons sont dus à la géométrie de la double hélice, la géométrie chimique, si vous voulez, des ponts qui se mettent ensemble. Donc, il n'y a pas une directionnalité comme vous proposez qui dirait que le grand sillon permet ça. C'est plutôt l'appariement des bases, la position des phosphodiesters qui va créer la grande hélice. Ok, merci. Plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette... Oui. Vous avez une question ? Ah non, ok. Quelqu'un d'autre ? Ok. Est-ce que... Voilà, alors là, on a couvert 2-3 choses. J'ai aussi posé des questions aussi sur des sujets où j'ai vu qu'il y avait quand même 2-3 questions sur le forum, donc comme ça... J'espère que ça clarifie un petit peu. Maintenant, si vous avez des questions générales par rapport au premier cours, qui n'ont rien à voir avec ces QCM, on peut prendre, je ne sais pas. Structure, il y a quoi sur le premier cours? Il y a le séquençage du génome humain. Oui, il y a une question là-bas. Est-ce que le micro qui est tout là-haut peut circuler vers... Oui, Vous pouvez y aller, c'est fait pour ça. Hein. Voilà. Juste à la slide sur la réplication semi-conservative. Alors, laquelle slide? Celle où il y a le cycle cellulaire aussi et un graphique à côté. Ok. Vous parlez donc de cette slide. Ah non, c'est le deuxième cours, excusez-moi. Je me suis trompée de cours. Sur quel cours, excusez-moi? C'est sur le deuxième, je me suis trompée. Ah non, mais posez votre question. Allez-y, on y va. Comme ça, c'est fait. Question sur le cycle cellulaire du deuxième cours. Vous avez le numéro de la slide? Plus ou moins 9, oui, exactement. Voilà. Ouais. Par rapport au graphique, là, c'est bien plusieurs cellules qui sont à des stades différents du cycle, on est d'accord? Vous parlez de ça? Oui. Alors ici, une population, exactement. Donc, en fait, il vous faudrait imaginer qu'il y a plein de petits points qui représentent la position de chaque cellule et, ou simplement le nombre de cellules avec chaque quantité d'ADN. Mais ça ne représente pas la position dans le cycle cellulaire. C'est juste une mesure. Chaque cellule a une quantité de mesure d'ADN. Vous avez des cellules qui vont vous trouver à 1, et là, comme vous en avez beaucoup, vous avez beaucoup de cellules qui ont une quantité relative d'ADN. Ensuite, vous avez certaines cellules qui ont pile 2, donc vous avez beaucoup qui sont à 2. D'accord ? Ça, c'est simplement les cellules qui ont fini la phase S, donc elles ont 2 fois plus d'ADN que les autres cellules qui ne l'ont pas commencé. Et ensuite, vous avez toutes les cellules entre deux. Ok ? Donc c'est simplement ça, c'est une quantification. D'ailleurs, j'ai eu plusieurs années où il y a des gens qui me disent « mais comment ça se fait qu'il y a des cellules qui ont moins que 1 et plus que 2 ?» Ça, c'est juste que le graphique ici, il est on va dire, smooth, c'est-à-dire
Il n'y a aucune cellule qui a moins que 1, c'est juste la façon dont le graphique a été fait qui fait que ça arrondit un petit peu les angles. Donc il y a pas, toutes les cellules devraient être quelque part entre 1 et 2. Mais du coup, ça, c'est des données, par exemple, pour un temps précis du cycle cellulaire, on va dire. Enfin, Non, c'est si vous prenez toute une population de cellules. Vous allez avoir, typiquement, si je regarde ça, je vois que on peut plus ou moins déduire que vous avez, je sais pas, 70% des cellules qui n'ont pas commencé la réplication dans votre population de cellules. Vous en avez peut-être 20% qui ont déjà fini, et puis le reste, 10% qui sont plus ou moins entre deux. Donc c'est vraiment une mesure d'une population à un temps donné. Et donc vous voyez que dans cette population, vous avez des cellules qui sont dans la phase S, d'autres qui l'ont déjà fini, qui sont en G2, et d'autres qui ne l'ont pas commencé, qui sont en G1. merci. Plaisir. Oui, je vais vous envoyer. Moi, j'ai pas vraiment compris le principe transformant. Le principe transformant. Alors, Oui. Il est là. Principe transformant, c'est ça. Le principe transformant, c'est simplement le matériel héréditaire qui passe d'une bactérie à une autre, en l'occurrence, dans ce cas-là. Donc, dans l'expérience de Frédéric Griffith, vous avez des bactéries qui sont de type S, d'apparence lisse, et des bactéries de type R, d'apparence rugueuse. Okay, donc, elles sont génétiquement différentes. Je ne pense pas que j'ai besoin... Vous voulez que je réexplique l'expérience ou que je... Non, c'était celui de Hershey et... Voilà, ok, donc c'est la suite. Oui. Donc, c'est juste ici. C'est ça? Non, celui-là? Ah, celle-là, vous n'avez pas compris. Ok, d'accord. Donc, dans cette expérience, c'est une expérience complètement différente de la première, mais le but, c'est de savoir quel est le matériel génétique qui donne l'information de réplication. Donc ici, le matériel génétique qu'on essaie d'identifier, c'est celui du bactériophage. Bactériophage, vous avez vu aussi dans notre cours, c'est un virus de bactéries. Donc, comment ce virus de bactéries fait pour se répliquer? Qu'est-ce qu'il met dans la cellule de la bactérie qui permet de produire de nouveaux phages? Ça, c'est son matériel génétique. D'accord? Et le but, c'est de trouver qu'est-ce que c'est ce matériel génétique. La beauté d'un phage, c'est qu'il n'a pas de lipides, il n'a pas de membrane. On sait qu'il est fait de deux choses. Il est fait de protéines et il est fait d'ADN. Donc, finalement, la molécule, le principe transformant la molécule héréditaire, c'est forcément soit l'un, soit l'autre. Okay, donc, dans cette expérience, ce qu'ils font, c'est qu'en fait, en gros, ils font deux expériences différentes. La première, ils prennent les phages et ils les marquent avec du soufre 35, qui est un isotope radioactif du soufre. Okay, ça veut dire que toutes les protéines ont du soufre, elles ont des cystéines qui ont du soufre, et toutes les protéines vont être radioactives. D'accord ? Première expérience parallèle, ils prennent les mêmes phages, d'autres phages, et ils les incubent avec du phosphore 32, un isotope radioactif du phosphore qui ne va pas dans les protéines, mais qui va aller que dans l'ADN. Les liens phosphodiester que vous avez tout autour de l'ADN. Okay. Ils font les expériences, puis ils vont regarder qu'est-ce qui rentre dans la cellule. S'il y a un principe transformant, un matériel génétique, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va rentrer dans la cellule. Donc la première chose qu'ils font, c'est qu'ils mettent les phages sur les cellules, et ensuite ils vont regarder simplement qu'est-ce qui est rentré dans la cellule. Est-ce que c'est du soufre de bactéries ou est-ce que c'est du phosphore qui est rentré? Et ils voient qu'en fait, les bactéries infectées contiennent presque l'entier du phosphore 32. Donc déjà, ils savent que c'est du phosphore, et puis qui est rentré et pas du soufre. Le soufre, lui, il est resté avec les phages une fois qu'ils ont injecté leur matériel génétique à l'intérieur des bactéries. D'accord? Donc, c'est donc l'ADN qui est principalement rentré. Ensuite, ils laissent une première génération de phages se produire. Les nouveaux phages qui sont fabriqués maintenant et qui sortent de la cellule. Cette cellule, elle est incubée sans rien de radioactif. C'est que les phages de base qui avaient quelque chose de radioactif. Et bien, ces nouveaux phages, ils contiennent 30% du phosphore 32 original. Ça veut dire que, et 1% du soufre. Ça veut dire que de la génération parentale des phages, presque aucune protéine ne se retrouve dans la version descendante, alors que presque 30% de l'ADN s'y trouve. Donc clairement, l'ADN ici est passé d'une génération à l'autre, alors que pas les protéines. Okay, du coup, ça montre quand même assez clairement que l'ADN est le matériel génétique.
Ok. Merci. Plaisir. On veut passer à la deuxième partie. Ah, il y a d'autres questions. Juste derrière vous. Moi, j'ai pas trop compris vraiment les différentes étapes du séquençage. Si c'est possible de les Alors, on peut vite revenir sur les séquençages, vu qu'il y avait effectivement... ça, je vois que c'est un petit souci. Alors, c'est toujours assez compliqué, parce que si on n'a jamais fait de biologie moléculaire, on ne se rend pas trop compte de ce que ça veut dire. D'abord, on commence avec l'ADN génomique. 3,3 milliards de paires de bases haploïdes, 6,6 diploïdes. C'est des énormes fragments. Un chromosome, ça fait 270 millions. Chromosome 2, il fait 240 millions de paires de bases. Donc, c'est énorme. Donc, on doit d'abord réduire cette taille pour avoir quelque chose avec lequel on peut travailler dans un laboratoire. La première chose qu'on fait, c'est qu'on réduit en fragments de plus ou moins 100 à 200 000 paires de bases. C'est des gros fragments d'ADN génomique. Mais pour pouvoir travailler avec ces fragments, il faut qu'on puisse les amplifier. Pour les amplifier, on les attache à un chromosome de bactéries. C'est une toute petite séquence qui permet de les mettre dans des bactéries. Puis les bactéries vont se diviser. Puis en se divisant, elles vont reproduire, recopier ce gros fragment d'ADN humain de 200 à 200 000 paires de bases. Okay, ça, vous ne le séquencez pas à ce niveau-là parce que c'est trop grand. C'est à l'étape suivante. Vous reprenez ce fragment de 100 à 200 000 paires de bases, vous le refragmentez en petits fragments. Cette fois, on va dire dans les 1000 paires de bases. 500 à 1000 paires de bases. Et c'est ça que vous allez séquencer. D'accord ? Vous allez prendre ces fragments-là et vous allez les séquencer. Donc, c'est ces petits fragments ici. Et ceux-là, vous allez les aligner bioinformatiquement parlant avec les séquences chevauchantes dont on a parlé tout à l'heure. Donc là, vous voyez, ils sont tous alignés par leurs extrémités parce qu'ils ont des petits bouts de séquences qui sont égales, qui sont des séquences chevauchantes. Donc, c'est juste vous avez tous ces fragments qui ont été séquencés et ces séquences, vous les remettez ensemble et vous allez pouvoir reproduire le gros fragment de 100 à 200 000 paires de bases. Vous avez pu reproduire un de ces gros fragments de 100 à 200 000 paires de bases et ensuite, vous devez réaligner les gros fragments ensemble de 200 000 paires de bases ensemble, l'un avec l'autre, pour pouvoir reconstruire tous les chromosomes. D'accord ? Donc, on décompose chaque fois et on recompose à la suite. OK ? OK, mais alors, après, on passe à la... Ah oui, OK, super. Vous dites par rapport... alors non, c'est pas ça. Alors attendez, oui. Non, ce que vous avez, c'est que vous avez votre gros fragment de 200 000 paires de bases, puis ensuite tous ces fragments-là sont des petits fragments, mais en fait, quand vous avez fragmenté votre gros fragment de 100 000 paires de bases, vous n'en avez pas fragmenté que un, vous en avez fragmenté des milliards de copies du même fragment de 200 000 paires de bases. Vous avez des milliards de copies. Donc, vous allez avoir plein de bouts qui n'ont pas exactement le même point de coupure, qui ont des séquences qui se chevauchent. Donc, quand c'est pas que vous avez rien qui est parti. Vous avez juste plein de bouts de tailles différentes qui couvrent ce gros fragment et que vous allez chacun séquencer. Et comme ils ont à chaque fois des points de cassure un tout petit peu différents, quand vous avez fragmenté, vous allez avoir des séquences qui se chevauchent. Mais en fait, en réalité, si vous avez une séquence comme celle-là et puis une séquence qui se chevauche à côté d'elle, elle ne vient pas exactement du même fragment. Elle vient de deux fragments égaux qui se sont cassés à des points un petit peu différents. D'accord ? Donc vous avez pris votre fragment de 200 000 paires de bases, mais vous n'en aviez pas qu'une copie de ce fragment. Vous en aviez, je sais pas, 1 million, 1 milliard de ces copies. Vous avez coupé aléatoirement, puis vous avez une soupe de plein de fragments plein de petits fragments du même gros fragment. D'accord ? Et puis ils n'ont pas tous exactement les mêmes points de cassure. Donc quand vous les séquencez, vous allez voir tout simplement que vous allez avoir des séquences chevauchantes. Je vous conseille peut-être de regarder si vous trouvez peut-être un film qui explique ça, parce que peut-être que c'est pas super facile à comprendre comme ça. Je vois vos yeux dubitatifs. Ok, est-ce que là, on est déjà à une demi-heure, peut-être qu'on va passer au deuxième cours, pour pas... Puis à la limite, après, on peut revenir là-dessus. Donc pour le deuxième cours, est-ce que ça va si on commence aussi avec les QCM ? Alors, c'est parti. Oui, je remets le QR code, pas de souci. Pour ceux qui veulent le reprendre.
Ok, alors, donc là on est sur le cours concernant la réplication. Alors, structure, réplication, on va commencer avec les questions A. Voilà, c'est parti. Donc là, je répète, il n'y a qu'une question possible, une réponse possible. Ah, mince. Ok. C'était donc une question A. C'est pas grave. On verra. C'est pas grave si vous prenez une. Donc. Non, excusez-moi. Non. Attendez. Non, j'ai dit n'importe quoi. C'est une K'. Il y en a 4. Non, c'est juste. Je me suis trompé. Je voulais faire une A et j'ai fait une K'. Non, excusez-moi. Donc c'est juste. Plusieurs réponses possibles. Ok, parfait. Alors, les réponses correctes, s'il y en avait plusieurs, il n'y en avait qu'une, c'est pour ça que je me suis fait avoir. Ok, on va vite passer à travers les réponses. Le premier, alors celui qui a un peu confondu plusieurs personnes, le système NHEJ répare une cassure double brin en utilisant une séquence homologue comme matrice. C'est justement l'autre qui fait ça, c'est celui de la recombinaison homologue. Séquence homologue, recombinaison homologue. Le NHEJ, il remet juste ensemble deux bouts qui sont cassés en faisant plein d'erreurs. Ok. D'ailleurs, ici, on voit bien, le NHEJ répare toujours de manière fidèle, justement, parce qu'il n'utilise pas une séquence homologue, il est complètement infidèle, justement. Donc, il fait souvent des erreurs et il perd de l'information. Donc là, il y a presque tout le monde qui a répondu correctement. Ensuite, cette partie-là, donc, le NER est spécialisé dans la réparation des cassures double brin. Si vous regardez le cours, on va aller voir ça tout de suite. Donc le NER, les cassures double brin, vous avez que la recombinaison homologue et le NHEJ. Ok. Le NER, typiquement, ce qui répare, c'est les problèmes dimères de pyrimidine et les radiations UV, etc. Okay, il vient et il enlève le NER, c'est celui qui enlève 12 nucléotides. Vous n'avez à pas confondre avec le BER qui enlève juste la base, juste un nucléotide en gros. Okay, qui lui est plutôt pour des changements chimiques, des déaminations et des choses comme ça. Donc le NER, c'est principalement les dimères de pyrimidine. Est-ce qu'il y a des questions sur cette question ? Non. Alors, on passe au QCM suivant. Alors, j'ai déjà fait le K', vous avez fait le plus dur. Alors, ça, c'était concernant... Alors, allons-y. Petite question topoisomérase. Attention. Donc, cette fois, il n'y en a qu'une, correcte.
Ok, c'est correct. Alors, on va vite passer à travers les réponses. Donc oui, ça c'est la réponse correcte. Ok. Première, elle permet de corriger l'intégration de mauvais nucléotides dans la réplication. Non, absolument rien à voir pour le coup. Celle-là n'a rien à voir avec l'insertion de mauvais nucléotides. Les topoisomérases, tout ce qu'elles font, c'est qu'elles coupent l'ADN et elles le remettent ensemble. Okay. La topoisomérase 1 coupe la double hélice d'ADN sur un seul brin. Ça, c'est correct. Bon. Contrairement à la topoisomérase 2 qui coupe double brin. Okay. Elle fonctionne en établissant des liaisons non covalentes avec l'ADN. Bah justement, ça, c'est une particularité. Elle fonctionne en faisant des liaisons covalentes avec l'ADN. C'est assez fou. Elle se lie de façon covalente et temporaire avec l'ADN. Et quand elle reforme le double brin ou le simple brin, elle religue. Là, elle libère cette liaison covalente. Leur fonction nécessite l'activité d'une ADN ligase. C'est un petit peu difficile, celle-là, parce qu'elles ont une activité elles-mêmes qui fait une forme de ligation. D'accord ? Parce qu'en défaisant le lien covalent, elles refont le lien phosphodiester. Donc, elles n'ont pas besoin. Et ici, s'il y a certains qui sont... voilà, si vous pensiez qu'on parlait d'une ADN ligase, quelque part, fonction d'ADN ligase intégrée dans la topoisomérase, c'est correct. Mais il n'y a pas une autre enzyme ADN ligase qui vient et qui remet. Donc, ça, c'était ici la façon dont j'ai écrit cette question. Ce n'était pas extrêmement précis. Donc, si vous avez été confondu là-dessus, comprenez bien que ce que je voulais tester, c'est... Il n'y a pas une deuxième enzyme qui vient et qui remet ensemble, c'est bien la topoisomérase qui religue. La topoisomérase 2 induit des superenroulements sur la double hélice afin de réduire la tension générée par l'hélicase. Alors ça, je peux juste clarifier ici. Donc, les superenroulements sont produits par la tension due au déroulement de l'ADN. C'est-à-dire, quand l'hélicase arrive, okay, elle fait une tension, comme c'est écrit dans la question, ça c'est juste, mais cette tension se résout naturellement et spontanément par la molécule d'ADN qui fait des superenroulements. Okay. Ensuite, après ces superenroulements, les topoisomérases viennent, coupent, et ça réduit les superenroulements. D'accord ? Ce n'est pas le fait de la topoisomérase d'induire ces superenroulements, ils sont induits par la tension et la topoisomérase les enlève. Est-ce qu'il y a des questions particulières par rapport à ce point-là ? Est-ce que vous voulez faire une pause de 15 minutes ? Non ? Vous pouvez lever la main ceux qui veulent faire une pause. Ok, alors on va peut-être pas faire de pause. Ok, on fait pas de pause, on continue direct. Ok, une autre question là-dessus avant de reprendre le cours. Alors, réplication, question A. Alors, je l'ai mis où ? Je crois que je l'ai mis tout à la fin. C'est ça la fin. Attention, concernant les télomères cette fois. C'est parti. Question A avec une seule réponse possible. Elle est un peu difficile.
Difficile, hein? Mais c'est quand même celle qui a le plus de réponses qui est correcte, donc c'est celle-là. C'est bien celle-là. Mais je vous l'accorde, elle n'est pas difficile. Elle est difficile, celle-là. Alors, juste une question par rapport aux prochaines questions. Est-ce que 2 minutes, c'est trop long? Ou bien est-ce que vous voulez que je réduise à 1 minute? Ou est-ce qu'après 1 minute? Ou 2 minutes, c'est bien? C'est bien? C'est bien? Ok, nickel. Alors, on continue. Question après? D'accord. Alors, ok. Donc ici, c'est la télomérase qui permet d'étendre le brin parental. Alors, je vais juste revenir sur la slide parce que là, si vous ne l'avez pas en tête, c'est un peu compliqué. Réplication. Tac. Tac. Alors, ça, c'est votre brin parental ici. OK. Votre brin parental, c'est celui qui vient des parents. Ce n'est pas le nouvellement synthétisé. Sur le brin qui va être néo-synthétisé, dans ce brin-là, c'est un brin tardif, c'est-à-dire qu'il est répliqué par des fragments d'Okazaki. Tout le problème, c'est que ce petit fragment qui est ici et qui n'a pas encore été répliqué, il est trop petit pour mettre une amorce. Donc, en principe, vous ne pouvez pas le répliquer. La cellule n'arrivera pas à le répliquer. Donc, la réponse de la cellule à ça, c'est d'avoir une télomérase qui va étendre le brin parental, le brin chablon matrice, vous l'appelez comme vous voulez, pour qu'ensuite, elle va l'étendre. Regardez, elle vient, elle se met ici et elle l'étend un petit peu plus. Alors, elle peut l'étendre beaucoup plus que ça, mais moi j'ai mis juste une fois. Elle l'étend un petit peu, donc maintenant il est plus grand. Ce brin parental matrice est plus grand et il va pouvoir y avoir une amorce qui se met dessus et qui vient faire un fragment d'Okazaki. Donc elle augmente la taille du brin parental pour pouvoir se permettre d'en perdre un petit bout lors du prochain fragment d'Okazaki. Okay, donc c'est bien ici, effectivement, la télomérase étant la fin 3' du brin. Okay. Pour les autres réponses, je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas possible. Donc la première. D'ailleurs, je remarque que... Non, c'est juste. Alors, lors de la réplication, le brin précoce des télomères ne peut pas le répliquer jusqu'à son extrémité. Alors là, la petite feinte, et ça, c'est pas hyper cool, mais c'était juste pour faire la question un peu difficile. Là, le brin précoce n'a pas de problème. Lui, il peut y aller jusqu'au bout dans ce brin nouvellement synthétisé précoce, il va aller jusqu'au bout. Puis la polymérase, à la limite, elle tombe au bout du chromosome. Pas de problème pour le brin précoce. C'est le brin tardif qui est problématique. Plus ils sont grands, plus une cellule est âgée. C'est l'inverse, en fait. Hein. Plus la cellule... vu qu'il y a toujours une petite perte, okay, généralement dans les cellules qui n'expriment pas la télomérase, donc toutes les cellules différenciées qui n'expriment pas la télomérase, à chaque génération, elles perdent un petit peu. Donc elles deviennent de plus en plus petites, et plus le télomère est petit, plus la cellule est âgée. En tout cas, elle a l'impression d'être âgée, elle connaît son âge grâce à ça. Donc ça, on l'a vu. La télomérase se base sur un chablon ADN intégré. C'est malheureusement un chablon ARN. Okay, c'est un ARN qui est dedans. D'ailleurs, si vous regardez la petite slide ici, vous voyez que c'est un chablon ARN. D'ailleurs, il n'y a pas de T, mais il y a des U dedans. Okay. Et la perte de fonction de la télomérase est associée au cancer. Ça, c'est faux. La perte de fonction est associée à d'autres maladies. Mais les cancers sont associés à une gain de fonction de la télomérase. Parce que, en fait, si vous voulez que la cellule perde le sens de quel âge elle a et si elle peut continuer à se diviser, il faut qu'elle fasse des longs télomères. Donc, elle a besoin de la télomérase. Okay, plus elle va utiliser sa télomérase, plus ça va fonctionner. Je vous rassure, ce genre de questions, c'est pas ce qu'il y aura à l'examen. Celle-là, c'est un peu compliqué, je me rends compte moi-même. Donc, voilà. Ok, questions. Je pense qu'il y aura des questions là. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là? Tout est clair. Vous voulez poser une question? Après. À la fin, d'accord. Une question? Oui, tout là où il y a une question. Ah, est-ce que vous pouvez donner le micro qui est juste en bas? Ouais, derrière vous. Super. J'ai une question par rapport encore au séquençage. Pourquoi est-ce qu'on utilise des bactéries pour cloner et pas, par exemple, de la PCR? Parce qu'avec la PCR, vous pouvez faire des PCR jusqu'à 2 à 3 000. Bah, ok, si vous êtes vraiment super bon au labo, vous arrivez à faire 5 à 6 000 nucléotides.
Et les fragments dont on parle, ils en font 200 000. Donc on ne peut pas les amplifier par PCR, c'est beaucoup trop grand en fait. C'est une bonne question, ça aurait été une option aussi. Merci. Oui, de l'autre côté du même... Bon, voilà. J'avais juste une question par rapport au domaine de réplication, si vous pouvez peut-être expliquer un peu mieux qu'est-ce que c'est. Oui, si vous pouvez expliquer un peu mieux qu'est-ce que c'est. Les domaines de réplication? Oui, pardon. Oui, alors, domaine de réplication, c'est plus ou moins égal à ce qu'on appelle un œil de réplication. Okay, donc si on revient ici, petite réplication à quelqu'un qui m'a écrit sur le forum, qui m'a fait dire, j'ai dû dire une bêtise ici. Donc ici vous avez un ADN bactérien, okay, et puis ici vous avez un ADN eucaryote. Lorsque la réplication se passe sur cet ADN et que vous regardez au microscope électronique ici pour le coup, vous pouvez voir des petits trous qui sont en fait les yeux de réplication. Alors, les yeux de réplication, c'est juste de l'ADN. Alors ici, vous avez l'ADN maternel en rouge, ou paternel, peu importe. Vous avez l'ADN matrice, l'ADN chablon, qui va devoir être copié en rouge. Pour le copier, vous devez faire du simple brin. Vous devez l'ouvrir. Okay, vous devez déconnecter les deux brins, puis ensuite, vous avez utilisé chacun des deux brins comme matrice pour répliquer la nouvelle copie. La nouvelle copie de l'ADN, elle est ici en bleu. Okay? Donc, un domaine de réplication, c'est en gros une partie de l'ADN qui a été ouvert et qui est en train d'être répliqué, d'être copié. Donc ça, c'est ce que vous avez. Donc ici, vous avez la partie qui a déjà été copiée en bleu, et aux extrémités, là où l'ADN paternel ou maternel est en train d'être ouvert au niveau de la fourche, et ben, c'est exactement à ce niveau-là que vous êtes en train de répliquer. C'est là que vous avez votre ADN polymérase, c'est là que vous avez vos hélicases qui sont en train d'ouvrir, c'est là que vous êtes en train d'avoir vos fragments d'Okazaki, etc., etc. De ce côté-là et de ce côté-là en même temps. Vous avez toujours pour un œil de réplication, vous avez les deux fourches qui vont s'éjoindre. Je continue un petit peu. Le domaine de réplication, c'est plus ou moins la même chose, sauf qu'au lieu de le regarder par microscope, c'est d'autres méthodes qui nous permettent de regarder durant le cycle cellulaire à quel moment, quelle partie du chromosome va être répliquée. Donc ici, ce que je vous montre dans cette petite vidéo, c'est le chromosome 2. Okay, c'est un bout du chromosome 2. Vous voyez, il fait de 170 à 240 millions de paires de bases. Et sur ce petit... Je vais arrêter cette vidéo et puis on va la mettre... voilà. Donc vous avez... Sur ce bout-là, vous allez vouloir savoir où se trouvent mes origines de réplication. Il y en aura plusieurs et vous voulez juste savoir où elles se trouvent. Et vous pouvez voir qu'il y a des endroits, donc par exemple au sommet ici, cet endroit-là va devenir une origine de réplication. Okay, donc, je commence à répliquer depuis cette région qui est ici, d'accord, et ensuite j'étends autour de cette région. Vous avez ça à plusieurs endroits du chromosome ensemble. Mais ce que vous pouvez voir, c'est que tout le chromosome ne se réplique pas en même temps. Vous avez une première partie qui est là, okay, et puis ensuite, un peu plus tard, vous avez d'autres bouts qui vont arriver et qui vont finir le travail. Donc, ce qu'on appelle un domaine de réplication, c'est une région du génome qui est en train d'être répliquée, okay, à un moment donné. Je les remets ici. Ça, c'est si je devais faire, pas un film, mais simplement, excusez-moi, voilà, si je devais faire pas un film, mais simplement des images. Donc, vous avez tout votre chromosome qui est ici, ou votre bout de chromosome. La première chose qui se passe, c'est que vous allez avoir des origines de réplication sur ces 4 points différents, on va dire 4 origines de réplication. Là, vous allez commencer à ouvrir l'ADN, vous ouvrez l'ADN et vous commencez à répliquer. Ces origines de réplication se transforment petit à petit en domaine de réplication parce que les fourches avancent des deux côtés. Par exemple, sur cette fourche-là, après quelques minutes, vous avez un domaine de réplication qui est ici, alors que sur ces deux fourches-là, le domaine de réplication a déjà bien avancé et il s'est même touché entre les deux fourches, donc maintenant vous n'avez plus qu'un domaine de réplication. Un peu plus tard, ces 3 domaines de réplication qui sont en train d'aller, ils continuent d'avancer, puis finalement ils en font qu'un énorme. D'accord ? Et puis ensuite, il y a d'autres origines de réplication qui démarrent un peu plus tard dans le cycle cellulaire. Donc c'est toujours la phase S, mais c'est un peu plus tardif. D'accord ? Et là, vous en avez d'autres qui commencent, etc., etc. Et vous pouvez juste regarder l'entier du chromosome qui se réplique, en fait. En fait, c'est vraiment à mettre
Ce qui est important, c'est vraiment de mettre en perspective que ce n'est pas que le chromosome va commencer au nucléotide 1 et être répliqué jusqu'au nucléotide 240 millions, c'est qu'il y a plein de petits endroits où ça s'ouvre, ça commence à répliquer, ça se propage via ces fourches de réplication sur des grands domaines qui se touchent les uns les autres pour finalement répliquer l'entier du chromosome. Okay. Oui. Est-ce que vous pourrez avoir là, ouais. Je le lance. C'est à qui? Ah, très bien. J'avais juste une question par rapport aussi à la réplication de l'ADN. L'image avec les yeux de réplication. Donc celle d'avant. Juste là. Pour pouvoir répliquer l'ADN, on devra aussi dupliquer les histones, n'est-ce pas? Parce que l'ADN va devoir être condensé aussi après la réplication. Ouais. Comment est-ce que c'est coordonné avec la production de nouveaux histones et comment est-ce qu'on enroule l'ADN après qu'elle est répliquée? Alors, à la fourche, vous avez la disposition des histones à la fourche. À la fourche. C'est au niveau de la fourche et vous avez même une distribution des histones et des marques d'histones qui fait que vous gardez l'information épigénétique d'une fourche à l'autre, en fait. Donc, vous avez vraiment à ce moment-là la distribution. Et on essaie de copier même l'information épigénétique. Mais ça va bien au-delà de ce qui est attendu pour ce cours. Mais oui. Merci. Plaisir. Oui, là-bas. Merci. Moi, j'ai une question pour le même chapitre dans la diapo 30. C'est marqué... Pour quel numéro de diapo, vous savez? La diapo 30. 30. Ah, ouais. En fait, oui, mais celle-là, je n'étais pas très content de ma performance quand je l'ai... Je peux vous la réexpliquer si vous voulez. En fait, c'est marqué l'ADN polymérase 1 utilise le trou pour remplacer l'amorce, mais en fait, après, c'est marqué activité 5', 3' exonucléase. Ouais. Et je pensais que exonucléase, c'était 3', 5'. Alors, c'est une très bonne question. Et vous avez bien suivi le cours si vous avez vu ça. Alors, c'est pas faux. En fait, une ADN polymérase 3, enfin, l'ADN polymérase principale des bactéries, elle a effectivement qu'une activité 3', 5' exonucléase. Ça veut dire qu'elle peut aller en avant polymériser et en arrière pour enlever. L'ADN polymérase 3 la 3, donc celle-là. Okay. Mais la 1, c'est différent. La 1, elle a la même chose, c'est-à-dire qu'elle peut aller en arrière pour réparer, mais elle peut aussi aller devant pour enlever en même temps qu'elle polymérise. Donc, elle polymérise tout en enlevant l'amorce ARN, vous voyez? Et pour enlever cette amorce, elle est devant elle. Donc, elle doit avoir une activité exonucléase dans la même direction que celle où elle polymérise. Donc, elle enlève devant elle l'amorce ARN, donc 5', 3', dans cette direction-là, et elle polymérise en même temps. En gros, derrière elle, elle laisse des nucléotides dans la même direction. Donc, en même temps qu'elle enlève, elle met. Ok, mais ça veut dire que le mot exonucléase, on ne peut pas dire que c'est 3', 5', ou pas? Dans ce cas-là, elle a aussi cette activité exonucléase 3', 5'. Donc, elle est capable d'enlever devant elle, si elle veut, d'accord, cette primer ARN, donc elle peut l'enlever, l'amorce, mais elle est aussi capable, en réalité, d'aller derrière elle pour réparer si jamais elle avait mis un mauvais nucléotide. Okay. Donc, elle a les deux. Okay, mais ça, c'est vraiment spécialement la polymérase 1. Après, ce n'est pas quelque chose qui est de savoir toutes ces activités. C'est pas important. Ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi ici, effectivement, c'est écrit 5', 3'. Et ça, c'est simplement parce qu'elle avance, elle polymérise, mais en même temps qu'elle polymérise, elle est en train de dégrader l'ARN qu'elle a devant elle. Donc, c'est la même direction, si vous voulez. D'accord. Ok, merci beaucoup. Alors, il y a là, et puis ensuite, peut-être qu'on peut... Est-ce que le micro qui est tout en haut peut descendre ici au milieu, chez le monsieur en rouge? Oui, du coup, vous avez dit que vous pouviez réexpliquer... Oui, vous voulez que je la réexplique? Ok, alors c'est parti. Donc ici, c'est juste un petit zoom sur cette partie-là. C'est assez important de comprendre parce que je trouve que ça correspond bien à ce qui se passe sur le brin tardif. Okay, donc le brin précoce, tout simplement, alors vous avez ici une fourche de réplication, d'accord? On voit que la fourche, sur le temps, elle avance. Okay, ça, c'est la première chose à comprendre de cette slide. La fourche avance, ce parti de la fourche avance à droite. Pour former les fragments d'Okazaki, donc sur le brin tardif,
La première chose qui se fait, c'est que d'abord, dès qu'il y a de la place, il y a la primase qui va venir, qui va faire une petite amorce d'ARN. Ok ? Ensuite, la fourche continue. Donc déjà, il y a déjà des nouveaux nucléotides qui ont été libérés, qui ont été simples brins, mais bon, cette amorce, elle est là. En même temps que la fourche a continué, il y a l'ADN polymérase 3 qui est venu, qui a étendu cette amorce avec un fragment d'Okazaki, c'est-à-dire avec de l'ADN, okay, ici en rouge. Ça continue, la fourche continue, il y a un deuxième fragment d'Okazaki qui a été produit. Vous avez l'ancien fragment d'Okazaki qui est ici à gauche et le nouveau qui est ici à droite. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est les mettre ensemble, les lier ensemble. Le problème, il y a deux problèmes. Déjà, il y a un trou et deux, il y a de l'ARN au milieu. Donc, il faut régler ces deux problèmes. La première chose, c'est que vous avez l'ADN polymérase 1 qui va s'intégrer, si vous voulez, ici au niveau du petit trou où c'est la fin de ce fragment que vous avez ici d'Okazaki, puis le début de l'amorce ARN. Donc, elle s'intègre là et elle prolonge le nouveau fragment d'Okazaki, donc celui-là, tout en enlevant l'amorce ARN du fragment d'avant. Donc ici, elle polymérise tout en ayant son activité exonucléase 5'3' dont on vient de parler. Une fois qu'elle a fait ça, ce fragment d'Okazaki, qui est celui-là, qui est le dernier qui a été produit, il touche le fragment d'Okazaki d'avant, mais cette fois, il y a un petit trou, mais il n'y a pas d'amorce ARN parce qu'elle a été enlevée. Et donc là, maintenant, ce qu'il faut, c'est que vous avez l'ADN ligase qui vient, okay, et qui va simplement relier les deux brins et en faire qu'un continu. Okay. Et cette ADN polymérase, elle fonctionne en gros en deux étapes. La première étape, c'est qu'elle prend le 5'-phosphate du brin qu'il y a ici. Donc elle prend le 5'-phosphate, elle lui met un AMP, donc elle prend un ATP, adényl triphosphate, okay. Elle l'hydrolyse, on perd un phosphodiester, il y a deux phosphates, et le reste, l'AMP, l'adényl monophosphate, vient se brancher ici sur ce 5'-phosphate. Donc vous avez le phosphate originel, le phosphate de l'AMP et l'adénine. Dans une deuxième étape, elle recasse ce lien phosphate que vous avez ici, et en recassant ce lien phosphate, ça donne l'énergie pour remettre ensemble les deux fragments d'Okazaki, et maintenant, voilà, bon, vous n'avez plus qu'un fragment continu. Okay. Merci. Plaisir. Ah oui, excusez-moi, il y avait le monsieur là, je suis désolé. Ouais. Je crois que vous avez à peu près répondu à ma question, mais c'est dans la slide d'avant. Enfin, les fourches, elles vont à partir d'où? Enfin, c'est où qu'elles commencent leur activité, les fourches? Alors, où est-ce qu'elles commencent? En fait, elles commencent... Je vois, il y a écrit direction du mouvement à gauche et à droite, mais ça commence où? Au milieu ou... Alors oui, la toute première... En fait, je ne sais pas s'il y a même une image avant ça. Non, il n'y a pas. En fait, il faut comprendre que la première chose qui se passe avec la fourche, c'est ça. OK ? La première chose qui se passe, c'est qu'il y a une séquence qui est du double brin, okay, que vous avez ici en vert, qui s'appelle une origine de réplication. La première chose, c'est qu'il faut l'ouvrir. Donc là, vous avez toutes les protéines d'initiation qui viennent et qui l'ouvrent. Et en fait, vous avez ça, c'est le tout premier œil de réplication. Il est extrêmement petit parce qu'il n'y a pas eu encore de réplication, il n'y a même pas encore d'amorce. Okay, ça, c'est le tout premier fragment. Okay. Ensuite, vous faites une amorce, ARN, et ensuite, vous commencez à synthétiser avec de l'ADN. D'accord ? Et vous avez ça. Donc, en fait, si on revient sur la slide dont vous me parliez, qui est celle-ci, en fait, le tout premier fragment, la toute première région, elle serait faite juste de cette partie-là. Avec les segments qui sont ici, il serait encore du double brin, si vous voulez. Et ensuite, cette fourche, elle s'étend, si vous voulez, des deux côtés. Okay ? Là, j'ai juste un petit bout, je vous montre un peu plus tard. Elle s'est étendue un peu plus loin, mais si vous alliez un peu plus tôt, vous auriez eu peut-être juste ce fragment d'Okazaki là et ce brin précoce, le début du brin précoce ici. Celui-là, il n'aurait pas encore été produit parce que simplement il y avait encore de l'ADN double brin. Mais le brin précoce, c'est quand qu'il s'arrête? C'est quand qu'il devient brin d'Okazaki ou Alors, en fait, il va s'arrêter quand vous avez cette fourche qui va toucher une autre fourche qui arrive en sens inverse. Vous voyez? Ou bien quand elle touche un télomère. Là, il n'y a même pas... Voilà. Et vous avez raison, à un moment donné, ça va devenir... Il y a deux fourches qui vont se toucher, des fragments d'Okazaki d'un côté, puis un fragment précoce de l'autre. Oui. Alors, attendez. Là-bas, oui.
Moi, c'est sur le schéma qu'on vient de regarder. Mais en fait, je ne comprends pas. Le schéma, quel schéma? Le schéma d'avant? Non, celui de tout à l'heure, la question. Ok, d'accord. Oui, voilà. L'amorce, elle se crée après le brin précoce? Enfin, je comprends pas. L'amorce se produit après. Alors, est-ce que le oui. brin précoce, pour être produit, lui aussi, il a besoin d'une amorce comme... Oui, le brin précoce a besoin d'une amorce, mais alors, l'amorce du brin précoce ici, elle est vachement plus en amont ici, on ne la voit pas. En fait, vous avez raison, à un moment donné, tout en haut, tout au début de ce brin précoce, il y avait une amorce. Mais elle n'a pas été dessinée ici. C'est comme si je reviens sur la slide ici, je ne sais pas si ici on a mis les amorces, non, malheureusement on n'a pas mis les amorces, mais si vous venez sur la slide ici, on les voit. Ok. Vous voyez que ce brin précoce qui est là, il a une amorce. Ok. Donc nous, on était en train de regarder là, c'était juste cette partie-là, avec un bout de brin précoce qui est synthétisé, et puis l'autre qui est en sens. Ok. Oui, merci. Oui. Et peut-être qu'après cette question-là, si ça ne vous embête pas, on passe à la dernière partie. Ouais. Mais moi, c'est juste pour savoir, c'est la polymérase 1 qui fait le proofreading ou c'est la 3 qui peut la faire? Les deux font le proofreading. Les deux ont cette capacité-là. C'est-à-dire que la 1, elle a deux activités exonucléases. En fait, elle a une activité polymérase, c'est une polymérase, mais elle peut aussi enlever en avant et puis aussi retourner, corriger et repartir. Elle a les deux. Et aussi, quand vous avez dit que la fourche de réplication, elle s'arrête au télomère, mais pourtant, enfin, on a vu que la télomérase, elle rallonge justement le brin parental. Mais du coup, les nucléotides, ils sont quand même ajoutés. Oui, donc la fourche de réplication ne s'arrête pas au télomère. Je vous ai dit, elle ne peut plus s'ouvrir vu qu'à un moment donné, il n'y a plus d'ADN. C'est juste ce que je veux dire. Il n'y a plus d'ADN, donc il n'y a plus de fourche. Mais ouais, vous avez raison. Ok, on passe sur la dernière partie. Ok. Donc, on revient sur des petits QCM. Alors, maintenant, on est sur variation. On commence avec un K' ou un A? Vous avez une préférence ou... A? Ouais, c'est parti alors. A, c'est parti. Concernant le crossing over. Non, concernant le crossing over. Ouais, ça, c'est parti. Vous avez besoin du QR code ou c'est bon? C'est bon. Alors, bravo, très bien. C'est juste, 68%. Donc, c'était ça la bonne réponse. Hop. Voilà. Alors, il se produit durant la mitose. Malheureusement, c'est la méiose. C'était l'autre option. La mitose, c'est juste la division cellulaire. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que voilà, comme la réponse 2, voilà, vous avez tous compris que la réponse 2, c'est qu'il n'empêche pas l'échange de variations génétiques entre les chromosomes paternels et maternels.
Donc, vous savez qu'il promeut cet échange de matériel génétique, et donc, du coup, c'est forcément durant la méiose, parce que c'est à ce moment-là qu'on produit les gamètes. D'accord ? C'est à travers la méiose qu'on produit les gamètes. Ok, donc c'est pour ça, c'était la méiose ici. Donc ça, il est initié par une cassure double brin juste qui conduit à la formation de 2 jonctions de Holiday, c'est juste. Il protège la cellule contre les variants structuraux, 0%, bien joué. Il se produit avant la réplication de l'ADN. Alors ça, je suis assez content parce que je ne savais pas si ça avait été clair. Alors c'était clairement écrit sur les slides, mais c'est juste, ça se produit après la réplication de l'ADN. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette question ? Parfait. Alors, go, la suivante. Donc, réplication A, on en refait un autre. Par rapport à la recombinaison VDG. Alors, ok, je vois que c'était un peu plus compliqué. Alors, il y a une bonne réponse, c'est celle-là. Ok, donc c'était cette réponse. Elle assemble des segments V, D et J avant le segment constant, produisant une scène IGH fonctionnelle. Ok. Les autres, pourquoi elles sont fausses? Donc, la première, elle corrige les erreurs d'appariement présentes dans les segments V, D et J. En fait, plutôt l'inverse. Lors de la recombinaison, il y a des erreurs d'appariement, excusez-moi. Elle ne corrige pas des erreurs d'appariement et elle introduit plutôt des petites erreurs lors des recombinaisons pour augmenter encore la diversité. C'est un truc qui est écrit sur la slide. Bon, voilà, c'est pas du tout un système qui est propre, il corrige rien du tout. Il promeut la recombinaison avec plutôt des erreurs pour justement induire plus de variabilité dans les boucles de reconnaissance des pathogènes. Elle utilise des résolvases. Alors là, c'était un peu ça, je le ferai pas. Je trouve que c'est pas hyper cool, mais bon, il fallait quand même trouver 5 questions, puis c'est encore aujourd'hui. C'est pas des résolvases. Les résolvases, c'est pour la recombinaison, le crossing over. Là, c'est les recombinases RAG. Okay, donc c'est assez proche quand même. Donc là, c'est compréhensible s'il y a eu cette erreur. Elle permet d'avoir un gène IGH avec un agencement V, D et J identique dans chaque lymphocyte. Justement, le but, c'est qu'ils ne soient pas identiques. Le but, c'est de produire de la recombinaison avec un côté un petit peu stochastique, un petit peu aléatoire, où vous avez à chaque fois un segment V qui va être différent segment V avec un différent segment J, un D et un différent segment J. Donc ici, le but, c'est justement l'inverse, de produire de la diversité. Et elle utilise de la recombinaison homologue pour réparer la cassure double brin. Alors, justement pas. Ici, elle utilise du NHEJ.
D'accord? Donc, il y a la cassure double brin, elle remet les deux fragments qui sont coupés ensemble, et vu qu'il laisse des erreurs, c'est avantageux. Il laisse des erreurs dans cette recombinaison, ça augmente la diversité des épitopes qui peut être détectée. Ça augmente la diversité de ce segment variable des anticorps. Okay. Et voilà, donc effectivement, les recombinases viennent, coupent et promeuvent la religation via le système NHEJ qui laisse des erreurs. OK. Et la dernière question, excusez-moi, est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette question? On peut revenir tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Et la dernière question, non, je crois que c'est celle qu'on n'a pas fait, c'est la K'. Alors, c'est concernant les mécanismes, concernant les différents mécanismes de réparation. Alors là, c'est une K', donc il y en a plusieurs ou zéro potentiellement juste. Ah, on l'a déjà fait, excusez-moi. Ouais, alors, oui, évidemment, je suis complètement à la rue. Ok, concernant les théories. Alors, qu'est-ce que j'ai pas fait? Concernant les différents mécanismes de réparation de l'ADN. Pourquoi est-ce qu'il est là 2 fois? Ah non, crossing over, on les a fait les 3 en fait. VDJ, on a fait, crossing over, on a fait, et concernant les... Ah, vous êtes sûr qu'on a fait celle-là? Oui, on l'a fait, en fait, on a tout fait alors. On a fait 3 questions? Ok. Je fatigue. Bon, très bien. Voilà, on a fait toutes les questions sur cette partie-là. S'il y a des questions spécifiques aux questions, on peut les prendre maintenant. S'il y a des questions spécifiques sur cette partie du cours ou sur n'importe quelle partie du cours, on peut faire. S'il y en a qui en ont ras-le-bol, qui veulent aller boire à l'apéro, allez-y. Voilà, comme vous voulez. Je reste de toute façon, donc ceux qui veulent plus suivre, vous pouvez y aller. Mais attendez, je vais rester ici, on va poser quand même les questions en groupe, excusez-moi. Désolé, en tout cas jusqu'à encore une dizaine de minutes. Mais ceux qui veulent partir, partez. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut déjà poser une question? Voilà, alors on y va. Si vous pouvez parler un petit peu. Ouais. C'est par rapport à CRISPR-Cas9, du coup, dans le 3e cours. Du coup, avec ça, on peut enlever les mutations qu'il y a eu, les réparer. Oui, avec laquelle activité proofreading, vous dites? Hein? Quelle activité, vous dites? CRISPR-Cas9. Alors, on va aller sur le CRISPR-Cas9. Donc, ça, c'est sur la variation. J'ai le cours ici. OK. Alors, non, le CRISPR-Cas9 de façon générale, donc l'objectif, c'est de faire des modifications génétiques. Il n'y a pas de lien avec un but, on va dire, quel est le but ultime de l'expérience? C'est juste un moyen de faire des modifications génétiques. Donc, en l'occurrence, si vous voulez réparer des variations, vous pouvez le faire. D'accord? Et si vous voulez induire des mutations, vous pouvez le faire aussi. Donc, ce n'est pas un système de réparation en soi, c'est un système de modification génétique où vous pouvez induire les variants que vous avez envie d'induire. D'accord? Chez la bactérie, et ça vous l'avez vu avec Mathieu Brochet, le but là, c'est d'induire des mutations dans un génome de pathogène, le génome du phage. Ok, du coup, le ciseau ADN, il vient, il coupe, et on est censé savoir comment la mutation qu'on veut, elle se fait. Voilà, la mutation, elle va être aléatoire. C'est pas la coupure qui fait la mutation, c'est la coupure induit un système de réparation de la cellule qui vient, ok, et ce système-là, elle va faire des erreurs. Comme c'est de la coupure double brin, souvent, ce qu'il va utiliser le système de réparation chez les eucaryotes, ça va être simplement d'utiliser du NHEJ et de venir couper et de venir rassembler en perdant, en faisant des petites délétions, des petites indels. Donc voilà, c'est le résultat de la chose. Plaisir. Oui. C'est juste une question parce que ça m'intéresse. Quelqu'un d'autre?
Non, c'est bon, juste que le micro puisse circuler. Ouais. Allez-y. Oui. C'est pour l'activité des télomérases. Donc, si on a une cellule qui se divise successivement, disons 20 fois par exemple, et la télomérase est active, est-ce que ces télomères vont devenir de plus en plus longs? Est-ce que ça fait en sorte que les télomères restent environ de la même longueur? Ou comment est-ce que l'activité compensatoire de la télomérase... Oui, c'est une bonne question. Alors, je ne connais pas les détails, mais il y a beaucoup de systèmes de régulation de la taille des télomères. La télomérase étant la composante qui permet de rallonger la taille des télomères, mais il y a beaucoup de mécanismes qui permettent de contrôler la taille. C'est-à-dire de réguler l'activité de la télomérase, de recruter la télomérase. Et ces mécanismes, ils impliquent plein de différents facteurs. Donc ça, on rentre dans un nouveau monde qui n'est d'ailleurs pas vraiment ma spécialité, mais effectivement, le télomère, si on pensait que la télomère, elle pourrait rajouter ça jusqu'à l'infini, mais ce n'est pas le cas parce que c'est régulé. D'accord ? Et une autre question, pourquoi est-ce que c'est un problème d'avoir des télomères trop longs? Alors, je ne sais pas si c'est un problème, mais c'est un problème dans le sens où trop long, je ne sais pas si c'est un problème, pour être honnête avec vous. Mais j'imagine qu'à un moment donné, c'est quand même des séquences répétées qui sont promptes à faire de la recombinaison et que ça peut être un problème d'avoir toutes ces séquences répétées dans un génome, même si elles sont déjà très répétées, même quand elles ne sont pas très longues. Donc j'imagine qu'il peut y avoir un problème dans cette direction-là, mais je ne sais pas au courant si c'est vraiment un problème d'avoir des télomères trop longs. C'est déjà arrivé. Et on avait vu que si on a une activité trop élevée de télomérase, ça peut causer des cancers. Oui, mais ce n'est pas forcément qu'ils sont trop longs, c'est qu'ils ont une taille qui permet à la cellule de continuer de se diviser. Ok, c'est pas qu'ils deviennent excessivement longs, c'est qu'ils sont longs comme dans une cellule germinale ou comme dans une cellule souche, et la cellule, elle ne sait pas qu'elle est âgée et qu'elle doit arrêter de se diviser. Okay. Voilà. Merci. Avec plaisir. Donc, il y avait une question là-haut. Oui, moi j'ai pas très bien compris le locus LGH et les recombinaisons VDJ. Généralement la recombinaison VDG et LGH, j'ai pas très bien compris le principe. Donc, attendez, excusez-moi. Là, vous n'avez pas compris la recombinaison VDG généralement ou un truc plus particulier dedans? Oui, en globalité. Ouais. En général. Ok, alors je vais juste repasser sur la slide. Donc, en gros, ce qui était important de comprendre ici, c'est que un anticorps comme celui-ci, les anticorps, on est clair, leur but, c'est de faire la médiation entre le système immunitaire et des pathogènes reconnus. Donc, d'un côté, il y a une partie constante. C'est des petits fragments qu'on appelle constant, ici avec le C au début. Ces fragments constants, ils reconnaissent le système immunitaire. Et ensuite, vous avez les parties V, qui sont les parties variables, et elles reconnaissent les pathogènes, bactéries, virus, etc., parasites. Et donc, dans chacune de ces anticorps, vous avez deux chaînes, une chaîne lourde avec un segment variant, et ici, vous avez les 3 segments lourds. Et l'autre partie, c'est une chaîne légère qui fait juste une chaîne, qui a juste un segment variable et un segment constant. Ça, c'est comment est construit l'immunoglobuline. Mais en fait, ce qui nous intéresse, nous, quand on parle de recombinaison, c'est comment la partie variable, donc l'extrémité ici qui reconnaît le pathogène, est construite. Donc en fait, pour construire une partie variable, ce n'est pas codé dans notre génome. Si c'était codé dans notre génome, on serait incapable de se défendre du Covid, tout simplement parce qu'il n'a jamais existé avant qu'il apparaisse en 2020. Donc il faut quelque chose qui crée de la diversité, qui s'adapte au moment T sur quelque chose qui est complètement nouveau et donc on ne peut pas l'avoir inscrit génétiquement, on doit être capable de créer de la nouveauté génétiquement. Okay, donc le but de ce segment, c'est de créer cette nouveauté. Maintenant, il faut pouvoir modifier le segment ici, donc ça, c'est sur un gène, c'est le gène de la chaîne lourde, le IGH. Okay, et c'est cet exemple qu'on a pris pour le cours. Mais vous devez aussi changer le segment de la chaîne légère qui est codé par 2 autres gènes. Et ça, ce n'est pas très important, c'est le même principe. Donc, comment est-ce que je produis ce segment variable du gène de la chaîne lourde, le gène IGH? Et bien pour ça, j'ai un gène très spécial. Donc, sur un bout de mon génome, j'ai un gène qui est construit par différents segments. Donc vous avez ce qu'on appelle des segments de gènes. Et c'est la combinaison de 3 de ces segments qui va faire quelque chose d'unique. Donc vous avez 50 segments variables, 30 segments diversité D,
et 6 segments disjonction, J. Et vous allez en prendre un de chaque, puis faire une combinaison. Et puis cette combinaison, quelque part, elle est unique. En fait, vous pouvez regarder le nombre de combinaisons que vous faites. Vous pouvez faire 50 fois 30 fois 6. Donc ici, plusieurs milliers de combinaisons possibles. OK ? Donc vous partez de ça. Donc si on zoome sur cette région, on fait une première recombinaison qui met en contact un segment jaune, donc un D, avec un segment J. Donc là, vous avez déjà la première partie de votre recombinaison qui est faite. Et dans un deuxième sens, vous faites une deuxième recombinaison. Vous mettez cette fois un des segments V en contact avec les deux segments qui viennent d'être recombinés. Et maintenant, vous avez 3 segments qui sont ensemble. Ces 3 segments vont faire cette région variable ici. En plus de ça, vous mettez les segments constants, mais les segments constants, ils n'ont pas besoin d'être variables. Par définition, vous prenez ceux qui sont là. D'accord ? Et donc, vous avez juste fait cette recombinaison aléatoire de ces 3 fragments. Donc là, à partir de là, vous avez déjà 3000 possibilités. Enfin, je ne sais pas combien, ça fait 50 fois 30, 1500 fois 6. Vous êtes à 6000, 7000, quelque chose comme ça. Okay. En plus de ça, vous allez pouvoir maintenant rajouter un peu des feintes. C'est que vous avez, lors de la recombinaison, la recombinaison ici, elle est faite en coupant et en remettant ensemble avec du NHEJ. Okay, vous allez introduire des petites erreurs. Vous allez introduire 1 ou 2 nucléotides. Et ça va encore participer à cette variabilité. D'accord ? Et un truc après l'autre, comme ça, vous allez arriver avec des acides aminés, des structures ici qui sont complètement aléatoires, en fait. Et en fait, vous allez juste sélectionner celle qui va mieux marcher pour votre nouveau pathogène, le pathogène qui est en ce moment en train d'infecter la personne qui a les lymphocytes qui sont en train de faire cette recombinaison. Okay ? Donc ça, c'est comment vous produisez cette diversité du segment variable. Et plus précisément, c'est la slide suivante, vous avez un segment, ici vous avez un de ces segments. Donc ici, tout ce que je montre sur cette seconde slide, c'est comment ça marche, cette partie-là. Comment est-ce qu'on recombine pour enlever toute la région qui est entre ce segment D, par exemple, et ce segment J. Alors les couleurs ne changent pas parce qu'en fait, ça vient de 2 textbooks différents et c'est un peu problématique. D'ailleurs, ça vient même de 2 gènes différents. Mais le système, il faut juste comprendre le système. Ici, c'est décrit pour une chaîne légère. Donc, c'est une recombinaison entre du V et du J, entre un segment V et un segment J. Pour ça, vous avez une recombinase qui s'appelle RAG, qui vient et qui reconnaît le petit triangle ici. Le petit triangle, c'est en gros une séquence, c'est juste une séquence d'ADN. Donc, cette recombinase RAG va reconnaître la séquence d'ADN, okay, certainement à travers un grand ou un petit sillon, si on revient sur le premier cours du début, mais elle reconnaît la séquence d'ADN et elle coupe. Mais comme vous avez une qui reconnaît cette séquence d'ADN et une autre qui vient se lier à cette séquence d'ADN, vous le voyez bien ici, les deux coupent, voilà, et comme elles coupent, ensuite, vous allez vous retrouver avec ces 2 bouts d'ADN avec des cassures double brin, et vous les remettez ensemble, et vous avez votre jonction entre un V et un J. Tout marche de la même façon. Mais la réparation de cette cassure double brin ici, elle se fait par le système NHEJ qui rajoute des petites modifications, qui fait des petites erreurs quand il coupe. Donc voilà, comment est-ce que vous construisez de la diversité. Ok, merci. Par rapport à la ligase, est-ce que du coup c'est elle qui recolle les bouts en hydrolysant l'ATP et en faisant ça, du coup, ça libère 2 phosphates et... Vous parlez de quoi? De l'hélicase? La ligase, pardon. La ligase. Oui. Alors, fait, du coup, c'est juste qu'elle libère 2 phosphates. Oui, alors si on revient sur la petite réaction de la ligase, alors elle est dans... Où est-ce qu'elle est? Je crois qu'elle est ici. Elle est... Elle est là. Ici. Ok. Non. Voilà. Donc la ligase, elle fait cette réaction chimique. Quand on dit elle catalyse cette réaction chimique, c'est-à-dire qu'elle met en gros les différents composants de la réaction les uns face aux autres pour que la réaction se produise. Hein. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend un ATP, okay, elle l'hydrolyse, elle libère 2 phosphates. Okay, donc vous avez perdu 2 phosphates pour cette première partie de la réaction. Okay. Ce qui reste, c'est-à-dire la MP monophosphate, puisqu'il y a 2 phosphates qui sont partis, il n'en reste plus que 1, cette AMP vient se lier avec le 5' phosphate d'un des 2 fragments d'Okazaki.
Okay. Une fois que vous avez ça, il y a une deuxième étape où on enlève de nouveau cette exacte même partie, l'AMP, elle est encore enlevée, donc elle est recassée. Okay. Puis en recassant ça, cette énergie-là, finalement, est utilisée pour reconstruire, pour réapparier les deux brins d'Okazaki ensemble. Donc au final, vous n'avez plus rien de cet ATP qui est dans la chaîne. Parce que vous avez utilisé un ATP, sur la première étape, vous avez perdu 2 phosphates, et sur la première étape, vous avez perdu 2 phosphates, et sur la deuxième étape, vous avez perdu un AMP. Donc un AMP plus les 2 phosphates, vous avez perdu votre ATP. En fait, il n'y a rien qui est resté dans la chaîne. Plaisir. Oui. Moi, j'ai une petite question sur les transposons ADN. Oui. En fait, j'ai même pas compris à quoi ça servait. Et est-ce que tous les gènes, ils ont un transposant? Voilà, alors, ok, alors ça c'est une question, c'est une bonne question, et c'est, alors attendez, ils sont où ces transposons? Je les ai mis où? Alors, ils sont où ces transposons? Voilà, donc les transposons, ça sert pas à grand chose en fait, c'est un peu, faut pas le voir de ce côté-là. En fait, c'est comme poser la question, ça sert à quoi un virus? Ça sert à pas grand-chose en fait. C'est là, mais ça vit, et le seul but d'un transposon, c'est de vivre en fait. C'est comme indépendant de nous, mais le seul but, c'est de se répliquer, de se déplacer, simplement d'exister. Puis si ça arrête d'exister, ça arrête d'exister. Mais le seul fait d'exister fait que, en fait, il a atteint son but ultime, qui est de simplement exister. Bref. Donc le transposon en soi, on va dire à la base, ça sert à rien. C'est un élément génétique opportuniste qui vient, qui se met dans le génome et qui a comme but de se répliquer, de se propager dans le génome, un peu comme un parasite, quoi, finalement. Mais là où vous avez raison, c'est que de ce fait-là, il a plutôt un côté détrimental, mais il peut être utilisé positivement, c'est-à-dire qu'il peut avoir un but, pas pour l'individu lui-même, en tout cas de ce qu'on sait pour le moment, mais plutôt pour l'évolution, pour les espèces, parce qu'en sautant d'un endroit à l'autre du génome, il va créer de la diversité, il va aller introduire une nouvelle transcription d'un gène en se mettant proche du promoteur dans telle espèce. Donc il peut produire de la diversité, il peut produire des nouvelles fonctions parce qu'il perturbe l'équilibre du génome. Mais il n'a pas un objectif en soi, son seul objectif c'est de se propager et de survivre. Voilà. Je ne sais pas si ça répond plus ou moins à votre question. Vous vouliez aussi savoir sur des mécanismes Non, ça va. Merci beaucoup. Merci. Oui. Alors, moi, j'avais une question par rapport au CRISPR-Cas9. Oui. J'ai pas bien compris le rôle du CID-PAM. Alors, le CID-PAM, le but du CID-PAM, c'est... En fait, le CID-PAM, il est nécessaire à l'endonucléase pour qu'elle coupe. Ça veut dire qu'elle va s'apparier. Okay. Si elle s'apparie avec exactement la même séquence, okay, qui serait ailleurs, mais sans CID-PAM, elle s'apparie, mais elle ne coupe pas. D'accord ? Donc c'est le signal qu'elle doit couper. Ce n'est pas juste de trouver l'endroit où elle est dans le génome, elle doit aussi avoir ce CID-PAM, qui varie d'ailleurs un peu d'un type de Cas9, de caspase, excusez-moi, qui varie un peu d'un type de CRISPR-Cas à un autre, mais elle a besoin de ce site pour savoir que maintenant il faut couper. Okay, c'est un signal en fait. Ok, merci. Et j'avais aussi une deuxième question sur la slide d'après. J'ai pas bien compris comment ça se passe avec la cassette, comment elle est intégrée et à quoi ça sert surtout. À quelle partie? Recombinaison homologue avec la cassette. Ok, à quoi ça sert? Et comment, je vois pas bien comment ça se fait. Oui, c'est une bonne question. J'aurais peut-être dû mettre un exemple. Alors, imaginons, je vais vous donner un exemple pratique. Hein. Imaginons que vous avez un gène qui vous intéresse parce que voilà, non, je vais vous poser une autre question. Je vais dire une autre chose. Si vous voulez, par exemple, illuminer un type de neurone dans un cerveau de souris parce que vous faites de la recherche, vous voulez trouver quels sont les neurones qui expriment tel type de synapse. Okay. Pour le faire, la façon la plus efficace, c'est de faire une souris génétiquement modifiée où les cellules qui ont cette synapse, qui ont ce gène-là et qui sont ce gène-là actif, deviennent par exemple vertes. Okay, donc vous allez directement les voir, vous allez pouvoir voir où est-ce qu'ils sont, vous
pouvez les prendre, etc. Mais pour faire ça, vous devez faire une ingénierie génétique qui marque le gène de cette synapse en vert. Ok, donc ça veut dire que vous devez introduire au niveau du gène de la synapse un gène qui code pour une protéine fluorescente. Okay, donc si vous utilisez ce système-là, vous ne pouvez pas le faire, parce que ça, vous allez juste couper jusqu'à qu'il y ait une mutation. Vous ne pouvez rien amener, si vous voulez, dans ce gène. Par contre, avec la recombinaison homologue, c'est assez facile. Donc, imaginons que votre gène est ici. Okay, vous coupez à la fin du gène et vous donnez votre cassette. Et la cassette ici, c'est un gène qui code pour une protéine fluorescente. Okay, et de part et d'autre de la cassette, vous avez ce qu'on appelle les bras d'homologie, ça veut dire des séquences homologues, exactement les mêmes séquences que vous avez des part et d'autre de la coupure du CRISPR. Donc, quand le système de recombinaison homologue de la cellule va voir la coupure, il va aller chercher une séquence homologue. Normalement, il est censé prendre la chromatide à côté. Mais comme vous avez donné à la cellule cette séquence-là qui lui ressemble quand même beaucoup, il va être perdu, il va prendre cette cellule-là, il va prendre cette séquence-là, il va apparier le point de cassure avec votre matrice de réparation, ce que vous appelez votre ADN que vous avez donné à la cellule. Et il va réparer en utilisant ça comme modèle, et donc il va intégrer la cassette au point de cassure. Vous voyez ? Et maintenant, vous avez obtenu votre allèle, l'intégration de ce gène fluorescent au niveau de vos gènes de la synapse. Voilà. Ok, merci beaucoup. Dire. Moi, j'ai une question par rapport à la réparation, à la recombinaison homologue, excusez-moi. Ouais. J'ai pas très bien compris comment est-ce que le brin donc, qui est cassé entre en contact avec la copie, donc l'ADN, et aussi, est-ce que c'est les deux brins qui entrent en contact avec les deux autres ou c'est qu'un seul qui suffit? Alors là, vous allez au-delà du niveau attendu. Non, mais tout ça est contrôlé par des enzymes. Et je ne peux pas vous donner les noms. Bien entendu qu'une fois que c'est cassé, vous avez premièrement les exonucléases qui viennent, qui vont enlever les fragments 5', qui vont digérer l'extrémité 5'. Et une fois que vous avez cette extrémité ici qui est libre et qui est donc non appariée, typiquement, elle a on va dire, une propension à aller chercher une séquence homologue, parce qu'on a là plein de nucléotides qui ne sont pas appariés. D'accord ? Donc elle aura tendance à aller chercher une séquence homologue. Mais il faut effectivement que le système vienne, qui lui permette de scanner la chromatide homologue, qui permette d'ouvrir la chromatide homologue pour trouver une région spécifiquement qui est complémentaire et qui est la même. Donc tout ça, c'est réglé par une série d'enzymes qui font partie de la... Et je ne veux pas rentrer dans ce genre de détails-là parce que voilà, ça serait quand même très lourd. Mais c'est une bonne question. J'en parle juste pas pendant le cours. Mais juste les deux brins d'ADN rentreront... En l'occurrence, là, vous avez que un brin un des chromosomes qui rentre en contact avec un autre brin d'un chromosome. Et ce brin-là, en tout cas dans l'étape initiale, il est juste déplacé. Ok ? Vous voyez que quand on fait le crossing over, c'est différent. Dans le crossing over, cette étape-là, elle est un peu similaire, mais ensuite, le brin ici va être resynthétisé à partir du deuxième brin. Donc là, il y a vraiment apparemment un enchevêtrement entre les deux. Mais dans la recombinaison homologue, ce n'est pas le cas. Merci. Ok. Peut-être encore une question ici. Moi, j'avais juste une question pour BER, parce que dans le cours, ça dit que ça peut réparer les cassures simples brins. En fait, ça ne fait pas juste une excision d'exon, une excision de base. Alors, le BER peut réparer les... Oui, bon, bien sûr, parce qu'en fait... Alors, attendez. BER, où c'est celui-là? C'est ça, voilà. Donc, ici, cassure simple brin. En fait, vous avez vu que dans le BER, vous avez plein d'enzymes différentes. Voilà, vous avez celle-là qui enlève la base, celle-là qui enlève le sucre, celle-là qui machin. Donc, en fait, j'ai même pas parlé de celle il y a aussi des protéines qui vont détecter la lésion, si vous voulez. Ici, c'est des aminés, mais ça peut tout à fait être une cassure simple brin, et à ce moment-là, vous avez votre phosphodiestérase qui vient et qui enlève le sucre phosphate, etc. Donc, c'est différents points d'entrée, points d'appel dont on n'a pas parlé pendant le cours.
Enfin, c'est un peu pas tout le mécanisme, mais une partie du mécanisme. Exactement. Là, c'est pour l'entier du mécanisme, ça marche comme ça, mais vous pouvez avoir, pour d'autres trigger points, vous pouvez avoir effectivement d'autres points d'entrée, tout simplement une cassure simple brin. Après, je peux pas vous répondre sur le détail de comment ça marche dans le cas d'une cassure simple brin. Mais en principe, c'est aussi ça qui peut venir. Ouais. Désir ? Alors, oui, allez-y. Et je crois qu'il y avait une question là-bas. Peut-être que on peut envoyer, faire voyager ce micro. Voilà, allez-y. Du coup, on m'entend ? Oui. Oui. C'est sur le séquençage. Parce qu'en fait, j'ai pas. Vous voyez votre exemple que vous avez pris. Enfin, le truc que vous avez marqué là. Vous avez écrit un truc au début du cours sur une slide au hasard. Je sais plus c'est où. Ah oui, sur une slide externe. Voilà, oui. Voilà. Ça. En fait, ce que je comprends pas trop, c'est que du coup, après les deux séquences là, elles vont former qu'une séquence. Est-ce que oui ? Oui, parce que c'est deux, exactement, c'est ça. Du coup, ça veut dire les GGTTA, ouais. Il y en a un des deux qui va partir, enfin, qui va aller quelque part d'autre. Non, parce que ça, c'est ce que vous lisez en fait. C'est le résultat du séquençage. Alors écoutez, je ne sais pas si vous avez un cours maintenant ou est-ce que vous avez 2 secondes encore ou alors attendez. Je vais vous montrer comment on peut marcher, comment ça peut fonctionner. Disons que à la base, je vais essayer d'aller l'expliquer comme ça. Okay. À la base, c'est ça votre séquence originale. Okay. Ça, c'est la séquence que vous avez dans votre génome. Okay. La première chose que vous faites, c'est que vous allez l'amplifier. Okay. Donc, vous allez faire une deuxième, une troisième, etc. Okay, donc vous allez avoir plein de ces séquences-là. Attendez, je vais faire les choses bien. Un object. Voilà. Et vous allez les fragmenter. Okay. Donc, quand vous fragmentez ces séquences, ça veut dire que vous allez avoir des choses qui vont faire. Vous allez avoir une séquence comme ça, une séquence comme ça, une séquence comme ça. Okay. Vous allez avoir plein de séquences différentes qui sont cassées et coupées. Voilà. Et ensuite, vous allez commencer par prendre ces séquences. Alors, disons que j'en enlève une ici pour faire simple. Et vous allez les séquencer. Okay. Donc, maintenant, ce que vous avez dans votre tube à essai, c'est ces séquences-là. Ok ? Vous allez commencer à séquencer, puis finalement, vous allez obtenir ces séquences que vous avez, puisque vous voulez, c'est reconstruire la séquence finale à partir de toutes ces séquences-là. Ok ? Mais vous n'avez qu'une séquence finale réelle. Vous avez eu plein de copies de cette séquence au milieu, mais vous avez qu'une. Donc, tout ce qu'il vous faut, c'est les aligner. Donc, vous prenez ça, vous dites, ah, tiens, ça va comme ça. Ça va... Ah bon, ça, c'est un peu la même chose. Ça va ici. Ensuite, j'ai... Je ne sais pas, le TTG qui va ici. Non, ça ne joue pas. Alors lui, il va où ? Tac, il va où ? Ou est-ce qu'il est comme ça ? Non. Est-ce qu'il est comme ça ? Voilà, il est comme ça. Etc., etc. Vous voyez ? Et puis, vous pouvez reconstruire votre séquence en réappariant. C'est ça que ça veut dire. C'est plus clair maintenant ? En fait, c'est pendant l'assemblage. En fait, je ne comprends pas comment, de tout ça, on peut passer à juste une seule séquence. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin... Oui, mais ça, c'est ce que vous allez obtenir. Alors, au début, vous partez avec une séquence que vous avez amplifiée et découpée, puis à la fin, c'est juste une information informatique que vous avez. Tout ce qu'il vous faut, c'est reconstruire la séquence informatiquement parlant. Du coup, le résultat, c'est plein de trucs comme ça. Le résultat, c'est plein de ça, puis après, vous faites la séquence consensus, en fait, qui est juste l'assemblage de toutes ces séquences, si vous voulez, ensemble, comme ça. Puis ça donne votre séquence finale. OK ? Et c'est comme ça que vous avez reconstruit votre séquence finale. Mais vous avez fragmenté, vous avez eu plein de fragments, puis au final, vous avez utilisé les petites régions pour reconstruire la séquence originale. Mais il y a vraiment une étape qui est vraiment une étape qui se passe dans l'ordinateur. Donc, c'est pas que vous avez des séquences différentes, vous n'avez pas perdu quelque chose, vous avez juste plein de séquences, puis vous allez reconstruire la séquence qu'il aurait fallu avoir si on l'avait coupée par plein d'endroits pour reproduire tous ces fragments. Oui. Très bien. Oui. En fait, moi, j'ai une question par rapport aux mutations d'un point de vue général et comment celle-ci, en fait, est cause des maladies. Par exemple, si on a un adulte qui, dans une de ses cellules, a une mutation et que celle-ci vient à causer cette cellule à être défectueuse, est-ce que, du coup, cet adulte-là, il n'aura qu'une cellule avec une mutation qui ne va pas marcher ? Du coup, est-ce qu'il y a des moments où des cellules qui sont affectées à un certain moment de la vie qui vont... donner des résultats
enfin, qui vont causer, être plus, qui vont, enfin, causer des maladies, ou est-ce que, par exemple, une mutation pourra causer une maladie si celle-ci est transmise sexuellement à une descendance, donc à un enfant, ou à quel moment, en fait, est-ce qu'une mutation cause une maladie à Vous parlez grande de échelle? la différence entre ce qu'on appelle des mutations somatiques et des mutations germinales, en fait. C'est classique. Si vous modifiez votre génome somatique, vous n'allez pas la donner à votre descendance. Vous avez peut-être juste une cellule. Si vous êtes un adulte et vous avez une mutation dans une cellule de votre peau, il y a juste cette cellule, et si elle se divise, c'est les descendants de cette cellule qui resteront dans la peau et n'iront pas dans vos gamètes pour les donner à votre descendance. Donc ça va être une mutation somatique. Donc elle n'affecte que vous et que les cellules qui ont été touchées par ça. Si vous avez à l'inverse une mutation germinale, c'est-à-dire qu'elle va être dans les gamètes, et là, celle-là, elle va être transférée à la descendance. D'accord ? Et elle va être dans l'entier du corps de la descendance. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment, c'est très important de faire cette différence-là. La version intermédiaire, c'est une mutation somatique dans le cours de l'embryogénèse. Si vous avez une mutation somatique qui se passe quand il n'y a que 2 cellules de votre embryon, la moitié des cellules descendantes seront modifiées et l'autre moitié pas. D'accord ? Et peut-être même des cellules germinales seront modifiées aussi. Et donc il y a vraiment cet aspect, les mutations somatiques, et la mutation vraiment germinale. Mais les deux, à la fin, se retrouvent dans les cellules. D'accord. Et du coup, développer une maladie quand on est adulte par une mutation somatique, c'est peu probable. Non, c'est tout à fait probable. C'est ce qui se passe dans la plupart des cancers. Ok, d'accord. Vous allez voir en cours que typiquement, le problème du gène BRCA1, c'est qu'une partie est héréditaire. Vous avez 2 copies du gène BRCA1, une copie qui est déjà mutée. Ça, c'est la partie héréditaire. Et il y a ensuite le second hit, c'est-à-dire que dans une des cellules une des cellules somatiques, la deuxième copie, par hasard, est mutée. Et donc là, vous avez perdu les 2 copies dans une cellule somatique par une combinaison entre une mutation somatique et une mutation germinale. Et ça développe, comme vous le savez, le gène BRCA1, ça développe des cancers du sein et de l'ovaire. D'accord, merci. Je pense que là, on va arrêter. S'il y a encore des questions, je peux encore en prendre quelques-unes ici, mais je ne sais pas si l'auditoire doit être repris après ou on peut arrêter le cours maintenant. Merci.
réplication des fragments. Alors. Est-ce qu'il est